tous et bienvenue encore une fois à cette nouvelle vidéo qui va traiter de la redondance dans les systèmes automatisés. Donc je précise que la société CSC Automation, leader des solutions d'automatisme au niveau du Cameroun, a décidé de lancer justement cette chaîne YouTube pour pouvoir présenter un ensemble de sujets techniques autour du contrôle commande, autour des automatismes. Et depuis là, il y a pas mal de sujets qui ont été abordés, entre autres la virtualisation en automatisme, les nouveautés sur la version 18 de TI à portail, la prise en main de WinCC Advance, Runtime, la prise en main du DCS d'ABB Freelance AC800F, configuration des alarmes sur DCS, communication entre S7300 et 7000 avec le protocole S7, etc. Donc tous ces sujets sont disponibles sur la chaîne. Avant de continuer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et puis je reprécise que s'il y a des sujets spécifiques sur lesquels vous souhaiterez discuter, sur lesquels vous souhaiterez qu'on puisse faire une présentation ou bien approfondir, vous le mettez en commentaire et puis on verra ce qui est possible de faire. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça porte sur la redondance dans les automatismes. Parce que c'est très facile de dire un automate est redondant, etc. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Donc, alors, dans le cadre de cette présentation, on va aborder la présentation en 4 temps forts. Tout en premier, on va s'intéresser aux API. On va regarder les principes généraux de la redondance. On va parler du WAM standby, du host standby, de la TMA, donc Triple Modular Redundancy. Et on va parler de ce que Siemens offre, notamment sur la gamme S7500. Ensuite, on va regarder les autres redondances qui existent. On a la redondance des alimentations, des réseaux de communication, on a la redondance des cartes d'entrée-sortie, on a la redondance des serveurs, on a la redondance des serveurs SCADA. Et on va regarder un peu ce qui se faisait dans le temps avec la redondance logicielle, juste pour présenter, c'est bon à savoir, c'est bon à connaître, même si aujourd'hui ce n'est plus très utilisé et carrément m'abandonner. Et moi, je pourrais pas partir en fait sur un projet neuf avec cette redondance. Et il y aura un petit point sur la partie DCS. Donc, au niveau des CPU, dans les principes généraux, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que dans certaines applications, il peut être critique de perdre le contrôle de l'installation. Donc, si vous avez une centrale nucléaire avec un système de refroidissement de la centrale nucléaire, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas se permettre de perdre le système de refroidissement d'une centrale nucléaire parce que la température va atteindre des valeurs où les réactions vont être incontrôlables. Et par rapport à ça, il y a donc beaucoup de beaucoup de raisons qui peuvent justement amener à ce que on puisse installer une redondance. C'est-à-dire que si on a un automate qui gère une station de refroidissement d'une centrale nucléaire, on ne peut pas se permettre que cet automate tombe en panne. Donc, et même s'il tombe en panne, il faudrait qu'il y ait une solution pour pouvoir faire fonctionner la station. Et donc, on peut, pour cette raison-là, sécurité, écologique, etc., installer un automate. D'autres peuvent dire que je ne peux pas admettre des temps d'arrêt de mon installation de mon usine. Donc voilà, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à installer un automate redondant. Donc il n'est donc pas rare de voir 2 API installées pour contrôler l'installation. Et ces 2 API doivent communiquer pour une meilleure coordination. Le but de la coordination étant d'identifier l'API qui doit être le chef d'orchestre. Il faut qu'il y ait à savoir quand une API est en arrêt, défaillant ou pas, se monitorer mutuellement et partager les informations, notamment les images des entrées et sorties. Pourquoi? Parce que on le verra plus tard, si on a un API qui fonctionne et le second qui est en stand-by, si le second en stand-by n'a pas en temps réel l'image de la mémoire d'entrée et sortie du premier automate, au moment où il va prendre la charge, il y aura un certain temps, il y aura un décalage, le temps pour lui de recruter les entrées
et de commander les sorties. Voilà pourquoi on parle de partager des informations. Donc alors, ici on a un schéma de principe, hein, automate primaire, automate backup, et à cause de la structure interne des API, 100% des cas de redondance matérielle imposent l'utilisation des entrées-sorties déportées sur bus. Voilà. Donc vous n'allez pas voir des entrées-sorties sur châssis. Ce sont des entrées-sorties forcément sur bus. Ça peut être du profil bus, du profil net, etc. Donc, en effet, comme les deux CPU sont installés, il faudrait que les deux CPU aient accès aux entrées-sorties. Et pour ce faire, ce n'est pas par des entrées-sorties locales, mais pas des entrées-sorties en fait qui sont déportées. Donc, parce qu'on est sur le réseau, lui, il peut savoir ce qui se passe. Pareil ici. Donc ça c'est une photo d'une installation, on a la redondance, et on a les deux processeurs là, et puis on a le réseau même qui est redondant, etc. Dans une configuration warm standby, le processeur primaire exécute le contrôle de l'état des sorties. Et en cas de défaillance sur le processeur primaire, le processeur secondaire en standby prend immédiatement le relais et commence à exécuter le programme. Donc, voilà en fait comment le warm standby fonctionne. Donc, le warm standby a quand même un problème crucial, c'est que il y a un temps pour basculer en fait. Il y a un temps pour basculer parce que c'est un seul processeur qui exécute le programme. Donc, dans le hot standby, on a en fait le même système, sauf que les deux travaillent en parallèle. Et dans une configuration hot standby, les deux processeurs exécutent le programme en parallèle, mais un seul écrit les sorties. Donc ça permet d'avoir un transfert sans à-coup en cas de défaillance, parce que comme les deux exécutent au même moment, ça veut dire qu'ils savent exactement, ils ont la mémoire des images des entrées est identique, et les résultats pour affecter les sorties restent les mêmes. Donc les sorties ne tombent pas, puisque aussitôt que l'automate en standby prend la charge, il a presque le même résultat, pour ne pas dire le même résultat des sorties que l'automate primaire. Donc c'est ça l'avantage en fait du hot standby sur le warm standby. Ensuite, on a un autre niveau de redondance qui s'appelle TMR ou TMR en anglais. TMR qui signifie la triple modular redundancy. Alors, ce sont des automates, c'est principalement utilisé sur les automates de sécurité, donc les automates qui sont chargés d'assurer la sécurité fonctionnelle des installations. Et dans ces automates, on a ce qu'on appelle des cartes d'entrée tripliquées. Donc là, vous voyez par exemple, c'est ici qu'on va câbler un transmetteur de niveau, par exemple. Et à l'intérieur d'une carte, on a 3 circuits indépendants dont chacun circuit va traiter le signal. Et le signal va donc être traité par le circuit A, le circuit B, le circuit C. Il y a un bus interne qu'on appelle le tribus qui va permettre déjà de faire communiquer les 3 processeurs. Donc sur la photo ici, sur cet automate, vous allez voir 1, 2, 3, voilà les 3 processeurs. Et il y a un I/O bus qui permet justement de lier les processeurs chaque processeur a une voie d'entrée. Donc ça veut dire quoi? Le processeur A va traiter avec les signaux qui sont pris en compte par la voie A, le B pareil et le C pareil, et ils vont se communiquer entre eux. À la fin donc maintenant de ce traitement, chacun des processeurs va écrire sur une voie d'une sortie. Mais c'est pas parce que le processeur A écrit que c'est ça qui va forcément être affecté sur la sortie. Non. Il y a encore un voting en 2 sur 3, 2 out of 3, qui permet justement de déterminer l'état de la sortie en fonction du résultat du voting. Ça veut dire qu'il faudrait au moins que 2 processeurs aient le même résultat pour que la sortie soit affectée.
Donc, quand on rentre en détail dans le système du voting 2 out of 3, ça c'est un système modélisé par des portes logiques. Et ici on a par exemple 3 capteurs, PS1, PS2, PS3. Vous voyez que le résultat de la sortie dépend du résultat par groupe de 2. Donc ça veut dire on doit avoir au moins 2 capteurs qui détectent la même chose pour pouvoir actionner. Ça veut dire quoi? Quand je prends ce cas de figure, on a le PS1 qui a 1, le PS3 qui a 1, le PS2 est à 0, la sortie vaut 1. Donc dans le cas d'espèce, si 2 automates ont le même résultat, on va affecter la sortie. Par contre, si aucun des automates dans le truc, on n'affecte pas la sortie. Si on a un seul automate qui a le 1 et les 2 autres ont 0, on donne 0. Donc, on va regarder donc en détail, bon pas trop en détail, on va regarder un peu ce que offre Siemens. Je vais ouvrir leur documentation. Dans Siemens, sur la partie redondance, ils ont 2 systèmes. Ils ont le S7500R et le S7500H. Le H, c'est la haute disponibilité. C'est vraiment pour les applications les plus critiques. Et ici, on a un hot standby dans les 2 cas de figure. Mais le temps est plus faible. Parce que en 1500H, déjà, le lien de synchronisation entre les 2 automates, c'est en fibre optique et non en câble Ethernet. Et le temps de basculement, en fait, c'est de 50 millisecondes. C'est ça qu'on appelle le failover time. Donc, c'est à peu près 50 millisecondes. Dans le premier système, on est moins performant. On est à 300 millisecondes. Mais 300 millisecondes, déjà, c'est pas mal pour une installation surtout qu'on sait qu'en général, on a un temps de cycle qui fonctionne, qui tourne autour de 150-200 millisecondes. Donc, 300 millisecondes, c'est pas non plus quelque chose de nul, quoi. Et on a la possibilité, justement, les entrées-sorties ici, c'est les entrées-sorties sur bus, notamment le ET200SP et le ET200MP. Bon, ils ont présenté ici les différents CPU, et voilà, on a des mémoires différentes, etc. On va pas trop rentrer dans les détails. Le module de synchronisation, donc, on peut être sur les courtes distances avec des modules SFP, quand on peut avoir des câbles fibre optique et avoir des câbles fabriqués de 10 mètres. C'est vraiment pour synchroniser. Les automates doivent vraiment être proches les uns les autres en short distance, et en longue distance on peut aller jusqu'à 10 km. Donc short distance 10 mètres, grande distance 10 km. Donc au niveau du réseau, bon, il faut configurer. Les entrées-sorties sont sur du réseau Profinet, hein. Donc les entrées-sorties sont sur du réseau Profinet. Alors sur un PSC standard, on va utiliser donc le système RE ou H, et puis sur le H on aura 2 IM qui vont communiquer, 2 IM, donc deux modules de tête de station qui vont communiquer avec chacun des PLC. Les autres cas de figure, on n'a qu'un seul IM. Voilà, donc c'est un peu ça la différence principale, quoi. Bon, après il y a différents cas de redondance, on va pas trop rentrer dans le détail. Donc, dans le cas du 1500R, la redondance peut se faire au travers du même réseau qui est utilisé pour les entrées-sorties, alors que dans le cas du 1500H, on a une liaison dédiée, voilà, un fibre optique, le H5, et l'autre réseau est justement pour les entrées-sorties. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus, pour ne pas passer non plus, parce que s'il faut juste étudier la redondance chez Siemens, c'est tout un cours pour une journée, quoi. Donc là on présente un peu, et puis la documentation, cette documentation que j'ai ouverte là, elle est disponible sur le site de Siemens. Alors dans le cadre des automatismes, on peut aussi être appelé à avoir d'autres types de redondance, notamment on a la redondance des alimentations, réseau com, redondance, etc. Au niveau des alimentations, par exemple, ça c'est chez Schneider. On a une CPU sur un châssis. On a CPS1, CPS2. Donc CPS1, leftmost power supply. Donc ça c'est le premier power supply, ça c'est le deuxième power supply. Et les deux alimentations donc alimentent le rack. Ça veut dire que si une alimentation claque, la deuxième peut prendre le relais et vice versa.
Ensuite, dans les réseaux de communication, vous avez par exemple ici, on communique avec un PLC en Profibus DP, par exemple des entrées-sorties, et on peut avoir deux cartes Profibus donc sur le châssis de l'automate, et les deux qui appartiennent au même réseau Profibus pour pouvoir justement lire les données d'entrée-sortie. Ça existe aussi. Il y a plusieurs architectures, donc aussi au niveau des réseaux, on peut communiquer avec un package et on se retrouve en train d'avoir besoin d'une liaison fiable. Donc on peut avoir donc justement deux cartes de communication qui sont installées pour arriver à cela. Il y a aussi la redondance des entrées-sorties. Ça, j'ai vu ça personnellement plus sur des entrées-sorties des automates de sécurité. Notamment, ça c'est les éléments du IMA. Donc IMA, voilà le schéma de le module est là. Le XD1601, il est là. Il y a un connecteur qui vient se mettre ici. Connecteur board. Donc, dans le cadre des... Il y a le BSP. Dans le cadre des entrées-sorties redondantes, vous allez voir, il y a deux connecteurs en fait. Donc, c'est des câbles en Y qu'on utilise pour venir s'enficher ici. Parce que justement, le signal est divisé pour qu'il soit traité justement par deux cartes distinctes. Donc, ça, c'est la redondance des entrées. Donc là maintenant pour les serveurs SCADA, on a par exemple sur Cytec, on a la possibilité d'avoir un serveur primaire, un serveur standby qui va justement communiquer avec les différents automates. Donc si un serveur est défaillant, le deuxième serveur peut prendre le relais. Donc maintenant qu'on a vu, qu'on a fini, on va regarder un peu la redondance logicielle avec le cas du S7300. Déjà, je veux préciser que le S7300 en redondance matérielle n'a jamais été vendu comme tel dans la gamme des automates redondants chez Siemens. Siemens en redondance, il vendait uniquement du SR400H et c'est ce SR400H qui avait justement toutes les fonctionnalités pour implémenter le hot standby. Mais le S7300, certains utilisateurs ont voulu aussi avoir quelque chose et Siemens a donc défini ce qu'on appelle une offre pour la redondance logicielle. Donc la redondance logicielle, on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Voilà. Donc en redondance logicielle, comment ça fonctionne? Déjà, on garde le principe sur lequel les entrées-sorties doivent être sur bus. Donc voilà pourquoi ça marche avec le TD100M par exemple. Il faut mettre le TD100M. Sur le TD100M, il faut choisir l'IM153.2. Ça veut dire le TD100M qui accepte deux coupleurs de communication. Donc on aura le premier coupleur ici et le deuxième coupleur. Le premier coupleur va permettre de communiquer avec la CPU de la station A et le deuxième coupleur va communiquer avec la CPU de la station B. On a donc deux réseaux Profibus séparés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle chacune des CPU, puisque chaque CPU est maître sur le réseau, chacun des maîtres sur le réseau, ça nous évite d'avoir deux maîtres sur le même réseau. Même si je précise en Profibus que des configurations multimètres existent. Après, j'espère qu'on aura la possibilité sur cette chaîne de pouvoir traiter du Profibus dans le détail. Mais ici, on a bien deux réseaux distincts, un réseau pour chaque type d'entrée-sortie. Donc, dans ce type de configuration, on a donc les deux automates ici qui sont distincts. Comment ça fonctionne? On a une CPU maître et une CPU de réserve. La CPU maître, elle va lire les informations d'entrée, pareil pour la CPU de réserve, elle va aussi lire. Elle va traiter le programme utilisateur non redondant, elle va traiter le programme utilisateur non redondant. Parce que dans le programme utilisateur, il y aura un programme justement redondant, il y aura un programme non redondant. Le programme non redondant, c'est celui dont les entrées-sorties ne sont pas sur le bus. Donc si vous avez une CPU avec des entrées-sorties locales, ces entrées-là peuvent être traitées dans le programme non redondant. Ensuite, elle va donc exploiter les informations de l'état de la CPU de réserve. Une fois qu'elle a les informations sur la CPU de réserve, elle va traiter le programme utilisateur redondant. Elle va copier les données redondantes sur la CPU de réserve. Donc après avoir traité la partie du programme qui est redondant, il va falloir donc copier maintenant ça sur la CPU de réserve. Et ensuite elle va affecter les sorties. De l'autre côté, la CPU de réserve, une fois qu'elle va recevoir les informations sur les données redondantes de la CPU maître, elle ne va pas traiter le programme utilisateur redondant puisqu'elle est de réserve. C'est le maître qui traite. Et elle va copier les informations d'état
de la CPU maître. Et elle va transmettre les informations de sortie non redondantes et redondantes. Et le cycle recommence. Donc voilà comment le principe, voilà quel est le principe de la redondance logicielle. Et il y a des mots et des blocs qui sont prévus pour. Donc il faut aller dans les détails. Donc on a le DB work, DB de travail de la redondance logicielle, DB d'émission. Donc il y a un DB pour le travail, l'émission, la réception, etc. C'est ça que Siemens se propose pour implémenter. Donc dans les blocs, on a les blocs AG5 400, B5 400, X5, etc. Il faut vraiment aller dans le détail ici pour pouvoir l'implémenter. Mais moi, je suis pas spécialement convaincu par ça parce que justement, en fait, ça ressemble plus à quelque chose qui a été implémenté juste pour faire plaisir à certains utilisateurs. C'est pas vraiment à partir du moment où vous devez, parce que quand vous construisez une application comme celle-ci, que vous essayez de manipuler des blocs, etc. pour gérer la redondance, que se passe si vous faites des erreurs dans la configuration? Toutes les redondances qu'on a vues précédemment, ce sont des redondances en fait qui sont gérées directement de manière native par la CPU. Il n'y a pas forcément un bloc à appeler dans il y a une configuration, c'est vrai, dans la configuration matérielle pour définir comment le produit va peut-être se comporter, etc. Mais il n'y a pas d'histoire de blocs, de programmes, de DB, etc. Tout est vraiment géré de manière intrinsèque. Donc voilà globalement ce qu'on pouvait dire. Et les DCS, donc je ne vais pas m'étendre dessus. On a une grosse vidéo sur cette chaîne qui traite des DCS pour lesquels la redondance est native sur plusieurs aspects déjà. Et la deuxième chose que je vais dire, c'est que à la différence des PLC, les DCS qui ont des entrées-sorties locales sur les châssis, par exemple du Yokogawa, ils ont des entrées-sorties sur châssis et autres. Ces DCS en fait, malgré le fait qu'il y ait des entrées-sorties locales, ça n'empêche pas que la redondance n'est pas lieu. Donc voilà ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Laissez un pouce bleu. Et rendez-vous pour la prochaine, pour un prochain sujet.